C'est là que la décision de l'Israël devient révélatrice de ce qu'est sa véritable nature et de ses véritables ambitions. Elle va suggérer que l'ordre international n'est plus structuré par des règles communes, mais par des regards plus ou moins hiérarchisés. C'est quand même le peuple élu. C'est celui qui apporte, entre guillemets, le tikkun olam, qui répare le monde. Répare de quoi, d'ailleurs? De tout ce qu'il détruit. Parce qu'il détruit en amont pour, prétendument, réparer en aval. Donc, certains États peuvent aujourd'hui décider de ce qui existe politiquement, d'autres doivent attendre d'être reconnus pour exister. Ce déplacement est tout à fait fondamental. Il signifie que la légalité cesse d'être première, qu'elle devient une conséquence éventuelle, parfois même superflue, et ce qui va primer désormais, c'est la durée, c'est le contrôle, c'est l'utilité. Et dans ce cadre, le Somaliland n'est pas un cas africain, il devient un exemple, une jurisprudence, un précédent. C'est-à-dire qu'un exemple qui va montrer qu'un territoire peut être reconnu sans l'ONU, sans les instances onusiennes, donc sans consensus régional, sans accord avec l'État dont il s'est séparé. Un exemple qui rend pensable un monde où l'existence politique découle du fait accompli et non pas de la norme. L'Israël, c'est le fait accompli. L'Israël, c'est le fait accompli. C'est le fait d'envahir. C'est le fait de bombarder, de dire à partir de maintenant, ceci est à moi. C'est l'accaparement, c'est la prévarication, c'est la nomologie du vol systématique. Cette logique, je ne dis pas qu'elle est spécifique à l'Israël, mais elle lui est extrêmement familière, et ce depuis très longtemps. Parce que l'histoire, au départ, ça commence quoi? Ça commence de dire, voilà, il existe une terre là-bas, au loin, je le promets à tes ancêtres. Mais bon Dieu, toi qui donnes, soi-disant, Yahvé, Jéhovah, qui donne une terre à des gens sans terre, qu'est-ce que tu fais des personnes qui étaient là, sur cette terre-là? Qu'est-ce que tu fais de ces personnes-là? Pourquoi ne t'es-tu pas révélé à eux? Mais tu leur prends ce qui leur appartient. Mais c'est injuste. Mais quel genre de Dieu c'est? C'est quoi cette foutrerie? Donc tout cela est familier à l'Israël. Israël vit dans un rapport tendu au droit international. Même pas tendu, irrespectueux, méprisant. Il déchire littéralement la charte des Nations Unies. Donc, on a un droit international qui est fondé sur la primauté du contrôle, de la durée et de la sécurité, sur la reconnaissance juridique pleine et entière. Reconnaître le Somaliland, ce n'est pas seulement agir à l'extérieur, c'est quelque part projeter à l'extérieur une manière de produire du réel politique qui veut ou qui vaut aussi pour soi-même. Et pourquoi l'Afrique? Parce que c'est l'espace où cette opération, évidemment, est possible à moindre coût. On peut marcher sur l'Afrique. On peut utiliser l'Afrique comme marchepied afin de servir ses propres intérêts, sa propre projection régionale, géopolitique. C'est un espace où les frontières sont historiquement fragiles, où les sécessions ont été de longue date instrumentalisées, où la reconnaissance a toujours été, au fond, une arme extérieure. Et l'Afrique devient non pas l'objet de la décision, mais le lieu, si vous voulez, de son expérimentation. D'une expérimentation qui aura pour conséquence des vies. Des vies. Ce qui se joue ici va dépasser largement le Somaliland, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ce qui se joue ici va dépasser largement le Somaliland, c'est ça que je suis en train de vous dire. La transformation, c'est ce à quoi on assiste, la transformation silencieuse de la reconnaissance en instrument de pouvoir pur, un pouvoir qui ne constate plus le monde, mais qui le rend visible ou invisible selon ses intérêts en tant que de besoin. Et dans ce monde-là, la souveraineté, eh bien, sachez-le, n'est plus un principe universel. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans le monde qu'Israël a dessiné. Bienvenue dans le monde qu'Israël a façonné, a fantasmé. La souveraineté, c'est devenu une variable. Et ceux qui ne disposent pas du pouvoir de reconnaissance ne luttent plus seulement pour exister matériellement, mais pour être vus comme des existants. C'est peut-être cela, au fond, le véritable enjeu pour l'Afrique. Ne plus seulement défendre ses territoires, mais défendre le droit même d'exister sans dépendre du regard souverain des autres. Qu'avons-nous à faire du regard que l'on pose sur nous? Qu'avez-vous à vous plaindre? Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra ouvrir après. On pourra parler de choses dans le prochain live. Je vous dirai, qu'avez-vous à faire de la manière dont les autres vous voient? S'il te dit, oui, sale noir, ou te dit, tu es comme ceci, comme cela, il ne t'aime pas. Mais
En Afrique, l'autodétermination sans souveraineté collective, c'est une bombe à retardement. Je vous le dis depuis de nombreuses années. Dire cela ne revient pas à nier les souffrances locales, les revendications légitimes, ni les injustices internes, ni même les aspirations légitimes, les discriminations fondées sur l'ethnie ou l'appartenance religieuse. Cela revient à rappeler que la solution politique ne peut pas être la dissolution permanente. Un continent qui accepte que chaque crise interne se traduise par une sécession reconnue de l'extérieur accepte de fait sa propre dislocation. C'est pourquoi le droit des peuples à l'autodétermination ne saurait être invoqué en tant que principe supérieur de la stabilité collective sans devenir, par le même, by that very act, une arme de destruction massive. Ce droit doit être négocié, encadré, et en l'occurrence ici, dans la région, dans l'espace géopolitique, africanisé, c'est-à-dire inscrit dans des processus régionaux et non pas capturé comme de raison par une entité qui est un fauteur de troubles reconnu, qui ne respecte certainement pas le droit international, qui viole systématiquement les principes et les résolutions sur lesquels se sont entendus un grand nombre d'acteurs humains. Invoquer l'autodétermination en tant qu'un principe absolu, la réponse, eh bien, pour moi, doit être claire, mais tout à fait ferme par ailleurs. Ce droit de l'autodétermination n'a de sens que s'il protège les peuples sans détruire les conditions même de leur avenir. En Afrique, on veut seulement détruire. On ne veut que détruire. L'autodétermination qui va fragmenter ne va pas émanciper, elle va préparer les conflits de demain. On veut détruire. On veut détruire l'Afrique, on veut détruire l'homme noir. Et en faisant cela, on le fait en tant que prétendu ami. Mais l'Israël n'est pas l'ami des Africains. L'Israël ne l'a jamais été. L'Israël et l'ethno-race auquel elle prétend s'affilier a maudit prétendument l'Afrique et l'homme noir. Donc non, ce ne sont pas des amis. Vous voyez, attachez-vous à des principes qui vont produire systématiquement le chaos chez vous et vous êtes assuré de vous autodétruire. Alors que chez les autres peuples, ce n'est même pas un principe qui est universel. C'est un outil de pouvoir. Un État n'existe pas seulement parce qu'il contrôle, si tu veux, un territoire ou parce qu'il s'autoproclame, en fait, ainsi que le fait le Somaliland. Un État existe parce qu'il est reconnu, ok? Cette reconnaissance, l'Israël n'est pas l'ami des Africains. On veut détruire. On veut détruire l'Afrique, on veut détruire l'homme noir. Et en faisant cela, on le fait en tant que prétendu ami. Mais l'Israël n'est pas l'ami des Africains. L'Israël ne l'a jamais été. L'Israël et l'ethno-race auquel elle prétend s'affilier a maudit prétendument l'Afrique et l'homme noir. Donc non, ce ne sont pas des amis.